Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Volodymyr Zelensky, vous l'avez entendu, parle de crimes contre l'humanité devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour qualifier les frappes russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin, Volodymyr Zelensky? Je crois qu'effectivement, il va un peu loin, mais d'un autre côté, il est dans son rôle. Et il faut qu'il dramatise de manière à réunir autour de lui et de sa cause l'essentiel des pays occidentaux qui, évidemment, sont particulièrement sensibles à la souffrance des civils. Donc, il exagère et quelque part, il lui serait difficile de faire autrement. Alors Emmanuel Macron fait bloc derrière Volodymyr Zelensky. Il a toutefois nuancé les propos du président ukrainien. Lui qualifie plutôt ces frappes russes de crimes de guerre qui ne peuvent rester impunis. De quel genre de punition parle le président français? Bien, je crois que le président français est dans la rhétorique. Quelle punition? À part une victoire de l'Ukraine ou une implication directe de l'OTAN pour obtenir cette victoire, il est difficile de prévoir ce qui pourrait être une punition contre la Russie. Donc on est plutôt dans le démonstratif et la rhétorique et pas dans les actes. Par ailleurs, je crois que ce qui se passe actuellement est intéressant dans la mesure où, malgré les paroles, la plupart des pays occidentaux sont dans une phase de recul quant à la guerre. C'est-à-dire que si le président Zelensky hausse le ton, c'est essentiellement parce qu'il sent l'appui occidental devenir plus faible et simplement parce que les Occidentaux n'ont plus d'armes à fournir réellement. Ils n'ont pas non plus beaucoup d'argent à donner. En plus, les plans pour permettre à l'Ukraine de boucler son budget, en particulier les plans européens de 18 milliards, sont controversés et menacent d'être bloqués par certains pays comme la Hongrie. Aux États-Unis, les républicains qui prennent le contrôle de la Chambre des représentants se trouvent dans une situation de freinage également et de vouloir savoir ce que sont devenus les montants financiers qui ont été alloués à l'Ukraine, où ils sont passés, c'est-à-dire que l'on envisage des commissions d'enquête qui, évidemment, vont retarder toute aide supplémentaire qui sera apportée, malgré les annonces du président Biden qui continue à annoncer des montants supplémentaires, des aides supplémentaires. Donc tout cela fait que les Occidentaux sont dans une phase de recul, mais qui est compensée par une rhétorique qui est toujours très favorable évidemment à l'Ukraine, très défavorable évidemment à la Russie, mais qui rencontre maintenant ses limites. C'est quoi la stratégie des Russes qui ciblent donc ces infrastructures énergétiques? Est-ce que quelque part le but c'est pas de mettre la pression à Volodymyr Zelensky pour qu'il s'assoie autour de la table des négociations? On le sait, négociations qu'il refuse bec et ongle depuis des mois. Je pense qu'il y a une part de cela. Officiellement, l'armée russe bombarde les objectifs énergétiques de manière à empêcher l'armée ukrainienne de pouvoir reconstituer ses armements, de pouvoir s'approvisionner. Et donc, ce serait finalement le problème de l'approvisionnement énergétique des civils serait un phénomène annexe. En réalité, il est très clair que c'est un moyen de pression pour forcer aujourd'hui à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu à l'approche de l'hiver, ce serait compréhensible des deux côtés, ce serait plutôt favorable à la Russie parce que toute offensive ukrainienne serait paralysée. De toute façon, les offensives ukrainiennes aujourd'hui ont atteint pratiquement leurs limites. Donc même pour les Ukrainiens, il serait intéressant de engager un cessez-le-feu et éventuellement, par la suite, d'engager des négociations beaucoup plus sérieuses. Un mot
Un mot pour finir, Oui. s'il vous plaît, Pierre Laurent, sur cette attaque terroriste que le FSB annonce avoir déjouée, qui visait donc le gazoduc opéré par South Stream. Les services russes pointent du doigt les services secrets ukrainiens. Comment vous expliquez le silence, la prudence, la retenue des Occidentaux lorsque c'est la Russie qui est la cible d'attaque? Est-ce que quelque part leur parole n'est pas décrédibilisée avec ce deux poids, deux mesures? Le deux poids, deux mesures est constant, c'est en permanence. Maintenant, en ce qui concerne les attentats commis contre la Russie, vous remarquerez que ce n'est pour les Occidentaux, ce n'est jamais les Ukrainiens, ce n'est jamais personne. Donc ce sont les Russes eux-mêmes qui se sabordent, qui font sauter les gazoducs, comme à un certain moment on disait Nord Stream a été saboté par les Russes eux-mêmes. Pourquoi? On n'en sait strictement rien, mais c'est le leitmotiv qui revient, parce que finalement c'est beaucoup plus simple que d'entrer dans les détails et de dire que finalement c'est une guerre, qu'il y a deux belligérants, qu'il faut remonter pour expliquer le conflit aux sources de la guerre et non pas à une attaque surprise le 24 février dernier, mais ça remonte à bien plus loin et ça, on ne veut pas entrer là-dedans. Par conséquent, le narratif est très simple, les Ukrainiens sont les gentils, les Russes sont les méchants, simplement il y a maintenant une autre ligne qui apparaît dans les commentaires occidentaux, c'est peut-être que les Ukrainiens n'ont pas tout à fait raison. Et ça, c'est très important parce qu'à partir de là, on sent le décrochage des opinions occidentales également, et des gouvernements bien sûr, mais surtout des opinions occidentales qui commencent à en avoir un tout petit peu assez des contraintes imposées, qui leur sont imposées par cette guerre. Pierre Laurent, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Russie notamment et auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins, publié aux éditions Bartilla. Merci beaucoup.